Salut les héroïnes, bienvenue dans cette série de vidéos sur la santé mentale. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec toi 5 concepts majeurs de la théorie de la désintégration positive du psychiatre américain Dabrowski. Donc, comme tu l'as compris, il a une vision un petit peu à contre-courant par rapport aux autres psychiatres de l'époque et surtout, il revalorise les états d'anxiété qui peuvent accompagner les crises de croissance et surtout celles des HP, des hauts potentiels, qui peuvent être jugés parfois négatifs et improductifs dans une société drivée par la performance à tout prix. Pour lui, la croissance passe par l'inconfort et la désintégration positive qui s'ensuit. Et finalement, c'est juste du bon sens. C'est ce qu'on voit aussi dans le cycle de la nature. Là, on va tout doucement vers l'automne, puis l'hiver, qui est une forme de désintégration en soi, pour renaître ensuite au printemps et être à l'apogée en été. C'est aussi ce qu'on voit dans la nature avec le phénomène de mue, cette métamorphose qui permet de faire peau neuve pour pouvoir renaître avec une peau de bébé. Un des problèmes majeurs aussi qu'il souligne, c'est que la douance est plus connue pour son côté intellectuel qu'émotionnel. Et il nous parle d'ailleurs, et tu peux aller voir ma vidéo d'interview de Patricia Lamar sur ce sujet, de 5 surexcitabilités ou hyperexcitabilités chez les HP, au niveau intellectuel, mais aussi émotionnel, imaginatif, psychomoteur et sensoriel. Pour les surdoués qui s'ignorent, eh bien cette intensité peut prendre un tour douloureux qui pose la question fondamentale, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et les mettre finalement dans un état de vulnérabilité devant des autorités soi-disant compétentes. Le risque est que leur hyper-excitabilité, c'est trop pour les autres versus une intensité normée basée sur la majorité, soit perçue comme des troubles et qu'il leur soit imposé des diagnostics erronés, des médicamentations abusives ou même encore un internement en HP, hôpital psychiatrique. Certaines personnes ne sont pas encore assez formées ou sensibilisées sur les surexcitabilités des HP et je tiens à le dire, ça progresse par contre énormément, c'est-à-dire qu'elles ne perçoivent pas ce qui est normal pour un surdoué de ce qui peut être pathologique pour le reste de la population, de sorte que ce sujet a tendance à être pathologisé dans la population HP. Et d'ailleurs, Fabrice Michaud s'amuse en parlant de la normopathie, la nouvelle maladie du siècle. Et donc, on va voir dans cette vidéo les différentes pathologies les plus diagnostiquées à tort. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor et ma mission c'est de faire tomber les idées reçues sur le haut potentiel, sur la douance et surtout pour les femmes et pour aider ces femmes atypiques à se révéler dans leur plein potentiel. Si tu es intéressé pour commencer le voyage de l'héroïne, un voyage que j'ai spécifiquement fait pour toi, femme atypique, n'hésite pas à télécharger le guide offert sous la vidéo qui s'appelle « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Et si tu veux qu'on commence à travailler ensemble, remplis le questionnaire besoin d'aide et je te dirai en fonction de ta problématique ce qui est important de faire pour toi et si on peut travailler ensemble. Alors déjà, premier postulat de base, le HP n'est pas une pathologie. C'est un fonctionnement neurophysiologique différent, donc ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Ceci étant dit, il est important de rappeler aussi qu'il n'y a pas de mesure statistique de la santé mentale comme le QI. Donc en résumé, on peut être HP avec des problèmes de santé mentale ou pas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'absence d'identification du HP ou l'absence de diagnostic de problèmes mentaux ou un diagnostic erroné peuvent être dangereux pour une personne par l'absence de traitement approprié ou même un traitement inapproprié qui peut avoir des effets secondaires ou entraîner une accoutumance à vie. Autant les problèmes de retard mentaux ou de limitation des capacités mentales est pris dès le début du diagnostic, autant parfois le HPI n'est pas pris en compte dès le début du processus de diagnostic parce que parfois il n'est pas visible.
Souvent, les cliniciens sont entraînés à catégoriser les comportements selon le DSM-5 et peuvent intervenir largement guidés par ce répertoire de pathologies qu'ils comportent. Sur ce schéma de Patricia Lamar, dans la théorie de la désintégration positive, on voit très bien le bon sens en fait du risque de diagnostic erroné chez les HP. Donc, par exemple, on voit en haut que s'il n'y a pas du tout d'identification ou de diagnostic sur le HP, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Soit la surdouance n'est pas du tout détectée et donc il n'y a pas de prise en compte de cette spécificité de la précocité, soit il y a un problème psychopathologique non détecté et donc pas de prise en charge médicale adaptée. Après, s'il y a un diagnostic de problème psychopathologique et que c'est un problème réel, eh bien, il y a une bonne prise en charge médicale et psychologique. S'il est avéré qu'il n'y a pas de problème psychopathologique, eh bien, il y a un risque de prise en charge inappropriée, voire dangereuse. Et si finalement le patient est uniquement surdoué, eh bien, il y a un étiquetage dangereux et une ignorance du développement en cours. Et enfin, s'il y a une identification ou diagnostic de précocité, selon les appellations, s'il y a une précocité réelle, eh bien, il y a une prise en charge adaptée. Si pas de précocité, mais des problèmes psychopathologiques, eh bien, il y a une prise en charge insuffisante ou inadaptée. Et je pense que vraiment, je le répète, ce tableau fait beaucoup de sens et est très simple. Parmi les pathologies les plus diagnostiquées à tort, on a le TDAH, l'autisme, la bipolarité et aussi la schizophrénie. Et je crois d'ailleurs que c'est Joseph Chauvanet, qui est représentant des autistes Asperger ou dit autisme léger ou de haut niveau, dépendant des personnes, qui a été diagnostiqué à tort schizophrène. Je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on pleure une fois au travail devant tout le monde qu'on est forcément hystérique, d'ailleurs, ce mot n'existe plus, ou qu'on est hypersensible. Concernant le manque d'attention, il faut savoir qu'une personne surdouée peut se montrer dans la lune ou hyperactive parce qu'elle cache un ennui et un désintérêt profond, par exemple en classe, ou encore qu'il se cache un état dépressif latent derrière, sans pour autant que ce surdoué ait un TDAH. Un surdoué peut être aussi introverti et manquer d'habileté sociale, sans pour autant présenter des traits d'autisme léger. Un surdoué peut vivre aussi des ascenseurs émotionnels avec un fond de nature cyclotimique, sans pour autant être bipolaire. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'être complètement euphorique, d'avoir des phases euphoriques par rapport à certains projets parce que j'étais emportée par l'adrénaline de la complexité des sujets sur lesquels je travaillais. Et puis après, une fois que c'était fini, il y avait une espèce de phase de décompensation où après une présentation par exemple finie, je me retrouvais scotchée sur mon canapé en me disant ça y est, c'est fini, what's next? Un surdoué peut aussi parfois se déconnecter de la réalité, de son quotidien, car il intellectualise tellement sa souffrance qu'il n'a pas d'autre choix que de se couper du monde pour se protéger. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il est schizophrène ou qu'il a une personnalité schizoïde. A contrario, le HP peut venir masquer de vrais troubles, car il compense partiellement les difficultés liées à ces troubles, mais aussi il gomme une partie de la douance, et c'est le cas des personnes qu'on appelle doubles exceptionnels, qui ont à la fois un haut potentiel, mais aussi des troubles associés, comme les 10 par exemple. Tu comprends maintenant pourquoi c'est très important d'avoir un tableau clinique hyper complet dès le début, mais que ce n'est évident pour personne. Et c'est pour ça qu'au Canada, par exemple, il y a de plus en plus de groupes pluridisciplinaires pour vraiment en fait compenser peut-être les défaillances de chaque corps de métier, mais aussi avoir des diagnostics différentiels très très complets dès le début. L'idée de Dabrowski et de sa vulgarisatrice Patricia Lamar en France, c'est vraiment de revoir du coup l'accompagnement des HP en recadrant les comportements des HP et pas forcément en les traitant ou en les excusant, c'est-à-dire de redonner toute la responsabilité et l'autonomie au sujet. C'est souvent le fait de se sentir anormal ou inapproprié aux yeux des autres dans la manifestation de leur surexcitabilité qui va renforcer le malaise des HP et pour le coup créer une vraie anxiété. L'enfant ou l'adulte va intégrer que ces manifestations sont des obstacles à sa vie et développer ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une personnalité en trompe-l'œil. Tu l'auras compris, l'idée de cette vidéo n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit ou de dire qui a tort ou a raison. L'idée, c'est de continuer à avancer ensemble, de reconnaître qu'il y a
des erreurs possibles et de comprendre quelle est la ligne de démarcation entre une désintégration positive et une désintégration pathologique et de faire de plus en plus d'interventions ciblées au-delà des étiquettes toutes faites. J'espère que cette capsule vidéo t'a été utile. Laisse-moi un pouce si tu as aimé, partage avec le plus grand nombre de personnes, abonne-toi à la chaîne pour recevoir 2 fois par semaine des vidéos sur le sujet du haut potentiel, de la multipotentialité ou de l'hypersensibilité et dis-moi en commentaire si toi, tu as été par exemple victime d'un faux diagnostic. Et je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao!